Bonjour, c'est au milieu des champs de lavande que je vous présente cette émission de Régio. Nous avons choisi ce département parce qu'il présente un nombre incalculable de potentialités. Des potentialités culturelles, des potentialités humaines, la rencontre des hommes, de ceux qui font la vie dans un département, de ceux qui font le tourisme. Et c'est à travers eux, à travers les terroirs, la culture, que nous allons découvrir ce département magnifique. Suivez-nous dans la Drôme. À 1 heure de Lyon et de Marseille, 2h30 de Paris par TGV, le département de la Drôme fait la jonction entre les régions de Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Traversé par le fleuve Rhône, l'Isère et la Drôme, il se compose d'une partie de la province et du Dauphiné et voisine avec les départements de l'Ardèche, de l'Isère, des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence et du Vaucluse. D'abord, comté du Valentinois en 950, le territoire devient duché et passe de main en main entre César Borgia, sous l'influence de Machiavel, en 1498, puis à Diane de Poitiers en 1548, pour finir dans celle des princes de Monaco qui emportèrent le titre jusqu'en 1949. Il fut le théâtre de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un petit pays à lui seul, au relief tourmenté qui se décline de bien des manières, du Vercors à la Provence. Il présente une grande diversité et de nombreux contrastes entre villages, châteaux, stations de ski de fond, lavandes, oliviers et vins. Comme d'ailleurs nous en parle M. Combe, le président de l'Agence de développement touristique de la Drôme. Alors Monsieur le Président, bonjour et merci de nous accueillir dans ce beau département de la Drôme qui semble-t-il est un département à vraiment vocation touristique. Ah oui, on positionne ce département de la Drôme comme la première destination au soleil quand on vient du nord de la France, qu'on traverse la vallée du Rhône. On arrive ici avec le premier rayon de soleil, un département emblématique aussi avec ses cultures, puisque c'est un des rares départements de France, d'Europe, donc du monde, qui a notamment une culture emblématique qui s'appelle la lavande. La lavande, des champs de lavande entiers. Des champs de lavande entiers, notamment dans le sud du département, dans la partie aussi est du département, le Diois, qui regorge de champs de lavande, notamment à ces époques estivales. La Drôme, c'est une grande diversité, c'est-à-dire on a à la fois des territoires emblématiques de montagne, comme le Vercors, avec des paysages fabuleux, un parc naturel régional, des stations de ski l'hiver. Et puis quand on descend, on traverse le Diois, la vallée de la Drôme, on arrive jusqu'à la Drôme provençale où là on se retrouve, comme le nom l'indique, quasiment en Provence. D'accord. Avec un territoire emblématique, la lavande, les oliviers, la vigne, des vins de grande qualité, et puis des villages emblématiques, des villages perchés. Bref, effectivement une grande diversité. Et donc notre rôle à nous est de pouvoir mettre en valeur tous ces territoires et porter la Drôme comme un territoire un peu unique, un territoire un peu exemplaire, d'une grande diversité où chacun peut y trouver plaisir à venir en séjour. L'œil bien ouvert, le nez au vent, l'oreille chercheuse, c'est à travers les rues, places et monuments que nous nous aventurons dans Valence. Capitale du département, la ville, la porte du Midi, mérite une découverte de son patrimoine historique et culturel, de ses atouts touristiques, comme les 17 km de canaux à ciel ouvert, sa maison mauresque ou ses bistrots et restaurants gastronomiques. Fondée en 121 avant Jésus-Christ, la ville a traversé l'histoire marquée par la Renaissance, les violents épisodes des guerres de religion qui lui valurent de devenir citadelle à la demande du roi de France, François Ier. Plus tard, cette fonction militaire s'est encore accentuée et au XVIIIe siècle, la nouvelle école d'artillerie accueillera Louis-Napoléon Bonaparte
qui ont sorti avec le grade de lieutenant pour suivre la carrière qu'on lui connaît. C'est au Champ de Mars que nous retrouvons les amoureux de Pennet. Bonjour. Bonjour monsieur le maire, comment allez-vous? Très bien, merci de venir à Valence. Merci de nous accueillir dans cette magnifique ville. Alors nous sommes ici sur la place du Champ de Mars. Effectivement, Champ de Mars, devant le kiosque Pennet, immortalisé par Raymond Pennet, qui a dessiné ces amoureux de Pennet connus partout dans le monde. D'accord, et c'est effectivement ces amoureux de Pennet qui défrayent toute la chronique littéraire et surtout graphique pendant de nombreuses années. Oui, et nous en avons même fait ici à Valence une fête au moment de la Saint-Valentin où nous fêtons l'amour avec la délivrance de diplômes d'amour et donc des amoureux de Pennet à tous ceux qui viennent ici eh bien, se rencontrer autour de ce kiosque Pennet. Alors il faut que je vienne au mois de février avec ma compagne alors. Voilà, et j'aurai le plaisir de vous délivrer un diplôme d'amour. Merci. Mais la ville offre bien d'autres atouts. Elle compte 8 parcs, dont le parc Jouvet de 7 hectares de verdure et d'arbres centenaires. En plein centre-ville, on y accède du Champ de Mars, qui abrite le fameux kiosque Pennet que nous venons de voir. Un peu plus loin, en poursuivant notre chemin, en pleine ville, se dresse le plus ancien monument de la ville, orné de statues et moulures de la Renaissance, c'est la Maison des Têtes. Madame Rageot nous y attend. Alors nous sommes ici dans la Maison des Têtes. Oui. Pourquoi est-ce que ça s'appelle la Maison des Têtes? Parce qu'on a un ensemble de têtes sculptées en médaillon, aussi bien sur la façade, en bas de la façade, mais aussi sous la base de toit, et puis aussi beaucoup de têtes dans le corridor d'entrée, et enfin dans la galerie ici. D'accord. Et d'où vient ce bâtiment qui est à la fois un mélange entre le gothique et la Renaissance? Oui, elle est gothique plus en façade, où on voit bien encore l'influence du gothique au début du XVIe siècle. Ici, dans la cour, elle est plus Renaissance, plus marquée par la Renaissance, justement par le fait de ces têtes sculptées en médaillon qui nous viennent directement de la Renaissance italienne. C'était un professeur d'université qui était propriétaire au tout début du XVIe siècle, et c'est lui qui va doter cette maison qui était probablement dans ses structures plus anciennes, mais c'est lui qui va faire tout ce décor de la Renaissance. Ça veut dire que en fait, la ville de Valence est une ville très ancienne, puisque ça date de la Renaissance. Oh, bien avant, la ville de Valence naît à l'époque antique, puisque c'est une ville romaine dont il n'y a peu de choses aujourd'hui visibles, si ce n'est dans les collections du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie. La ville s'est reconstruite sur elle-même, donc la ville antique romaine, on ne la voit plus. En revanche, ce qu'on voit, c'est plutôt la ville Renaissance, et puis après la ville du XVIIe, du XVIIIe. Mais la ville antique, elle est sous nos pieds. Alors là, on vient de quitter la cathédrale, qui était une cathédrale romane. Alors, construite au XVIIe siècle, reconstruite au XVIIe siècle, mais en gardant son plan d'édifice roman, puisqu'effectivement, on a gardé le plan de la cathédrale romane lors de sa reconstruction. Oui. Très bien. Et là, en face de nous, c'est un bâtiment qui a l'air assez exceptionnel. Oui, son nom actuel, c'est le pendentif de Valence. On a perdu un peu le sens pendant longtemps de ce qu'il avait été à l'origine, c'est-à-dire un tombeau. C'était le tombeau d'un chanoine de la cathédrale de Valence, Nicolas Mistral, pour lui et sa famille, qui a fait office d'ailleurs de chapelle funéraire et dont le nom vient de son architecture très particulière des angles. C'est une voûte sur pendentif assez exceptionnelle. Et au XIXe siècle, elle a été classée monument historique dans la première liste en 1840. Et ça a toujours été un tombeau ? Oui, ça a toujours été un tombeau jusqu'à la période révolutionnaire où là, bien national, c'est devenu un débit de boisson pendant quelques années. Un débit de boisson ? Oui, pendant quelques années, c'était un estaminet. Ah, c'est amusant ça. Nous poursuivons notre chemin. Nos pas nous conduisent face à l'hôtel de ville et nous découvrons le Petit Théâtre, une merveille de l'art italien où Émile Augier se plaisait à y faire jouer son œuvre. On imagine bien les populations valentinoises déambuler sur cette place et aller à la découverte des arts et du spectacle. Visitons-le. Alors nous sommes ici au Théâtre de la Ville. Oui, le Théâtre de la Ville qui a été inauguré dans les années 1830
plutôt que l'hôtel de ville qui est situé juste en face. Mais le décor que nous avons aujourd'hui sous les yeux, c'est un décor de la fin du 19e siècle, dans les années 1880, époque à laquelle il a été entièrement refait à l'italienne, puisque c'est une très belle salle à l'italienne, où l'on voit des décors de camée qui alternent avec des noms des grands artistes qui ont marqué le théâtre, la musique, l'opéra, et où on a en position privilégiée ici Augier, puisque Émile Augier était un dramaturge d'origine valentinoise, donc on lui donne une place de maître en quelque sorte dans ce décor. D'accord. Saviez-vous que Valence fut un lieu d'émigration des Arméniens et qu'aujourd'hui, un Valentinois sur 10 est d'origine arménienne? Depuis 1920, cette communauté a trouvé accueil à Valence. Marquée par les événements tragiques du génocide et de l'immigration, allons à la découverte de ce peuple et rendons-nous au centre du patrimoine arménien afin de comprendre cette immigration. Le Centre du patrimoine arménien, c'est un établissement qui a été créé en 2005. Il est en Europe le seul établissement public qui est consacré à l'histoire de la diaspora arménienne. D'autres centres existent, mais sous une Diaspora forme... donc dans le monde entier. Dans le monde entier, et tout particulièrement, bien sûr, il s'intéresse à l'histoire de la présence arménienne en France et à Valence tout particulièrement, puisqu'on considère que la ville compte près de 10% de sa population qui a une origine arménienne. Et comment se fait-il qu'il y ait 10% de la population qui ait une origine arménienne à Valence ? Alors après le génocide, les Arméniens ont remonté la vallée du Rhône une fois arrivés à Marseille en quête d'une nouvelle terre d'accueil, et ils se sont installés à Valence et dans sa région où il y avait à l'époque du travail. Ah oui. Et des usines qui étaient susceptibles de les employer. C'est ce qui fait qu'on les retrouve en nombre dans la Drôme, mais aussi tout à côté, dans la Loire, dans l'Isère et à Lyon, bien sûr. Mais à Valence, on considère que numériquement, c'est la 3e communauté au regard de la population. 3e communauté en France, tout à fait. Ah oui, très important. Et ils sont encore nombreux ici, hein. Ils sont encore nombreux, bien sûr, et puis ils ont été rejoints par les Arméniens arrivés de Syrie et du Liban à partir des années 50, 60, 70. Et aujourd'hui encore arrivent à Valence des Arméniens en provenance des ex-républiques soviétiques ou d'Arménie, qui migrent là pour des raisons plus économiques, mais parfois aussi politiques, et qui donc savent qu'à Valence, il y a un foyer arménien et recherchent un lieu. Voyager dans la Drôme, c'est savourer ses vins, ses odeurs comme la lavande et la truffe, ses chocolats et bien entendu sa cuisine, une cuisine inventive et de terroir où les grands chefs sont légion. La cuisine, cela s'invente et cela s'étudie dans des écoles, comme celle d'Anne-Sophie Pic, où on y apprend à utiliser les produits du terroir proposés et offerts sur les marchés. Donc Marie-Ange, on est ici sur le marché Place Danton. Place Danton. Voilà, juste devant le restaurant d'Anne-Sophie Pic, le Oui. restaurant étoilé, sur un marché... C'est là le restaurant étoilé d'Anne-Sophie Pic. Là, c'est son école de cuisine. École Donc, de cuisine. Comment elle cours. s'appelle, l'école de cuisine? Skook. Skook. Skook, l'école de cuisine. Le restaurant étoilé est juste derrière. Oui. Et ici, on est sur un des marchés de producteurs locaux, avec les fruits, les légumes, toutes les productions locales. Pas oublier que la Drôme est le premier département bio. Premier département bio. Tout à fait. Ah, d'accord. Grande Alors là, production. On a des beaux étals ici. Oui, oui. Au nord de Valence se déploie la Drôme des collines. Ce territoire se caractérise par une grande diversité naturelle et paysagère. Elle s'est développée le long de l'Isère et autour de l'agglomération de Romans où nous nous rendrons. Mais auparavant, un petit détour indispensable vers Haute-Rive où le facteur Cheval a édifié son extraordinaire palais idéal. Nous allons partir avec lui dans ses rêves fous qui ont marqué par la suite de nombreuses personnalités comme André Malraux, Niki de Saint-Phal et bien d'autres encore. Marie-Josée Georges, bonjour. Nous sommes devant le palais idéal du facteur Cheval. Alors, ce facteur Cheval, c'est un être un peu exceptionnel qui a
à mélanger entre les impressionnismes, les surréalistes, une architecture un peu folle. Pouvez-vous nous expliquer comment il est arrivé à cette création qui maintenant est d'ailleurs classée monument historique et où il est allé pêcher ses idées, pêcher ses pierres, etc. Alors en quelques mots, Ferdinand Cheval était facteur rural. Il est né en 1836 dans la Drôme et il a commencé ce palais à 43 ans. Qu'est-ce qui a déclenché cette œuvre? C'est ce qu'il a appelé sa rencontre avec une pierre magnifique qu'il a nommée la pierre d'achoppement. Donc il a buté sur cette pierre à l'âge de 43 ans pendant ses tournées et là, un rêve magnifique est sorti de son esprit, un rêve imaginaire comme il dit tout simplement. Et pendant 33 ans, il a ramassé des cailloux le long de ses tournées avec une brouette, simplement une brouette, et il a construit ce palais magnifique. Alors il n'a jamais voyagé et ce qu'il a donc inspiré, c'est évidemment les premières cartes postales qu'il recevait, qu'il distribuait quand il faisait ses tournées. Et aussi la nature, puisqu'il était dans une nature drômoise qui est très très jolie. Et il s'est inspiré de la flore, de la faune locale. Et d'ailleurs, il a appelé au départ son temple de la nature. C'est ensuite, quand il a rencontré un poète qui est passé par là, qui lui a déclamé « Oh, ton palais, ton idéal », qu'il a appelé son palais idéal. Mais effectivement, il s'est vraiment inspiré de cette végétation, des cartes postales qu'il distribuait et aussi des premiers magazines, parce que finalement, ce facteur autodidacte était curieux et il regardait des articles techniques, il retenait des choses, des illustrations, parce qu'il y avait beaucoup d'illustrations à l'époque. Et c'est vraiment ça qui a nourri ce palais incroyable. Mais la Drôme, c'est aussi un lieu d'activité économique. Et pour préparer son voyage, il vous faut acheter les vêtements adéquats, les tentes de camping, etc. Rien de mieux que de faire un stop à Anneyron, au magasin-usine La Fuma, le numéro 1 de l'outdoor. En effet, c'est en 1930 que Victor, Gabriel et Alfred décident de se lancer dans la fabrication de sacs à dos. Depuis, l'entreprise, qui a subi des hauts et des bas, est devenue leader sur son marché et regroupe plusieurs marques telles que Osbo, Millette, Le Chameau, Eider et bien sûr La Fuma qui sont vendus dans le monde entier. Allons rencontrer le directeur du site d'Anneyron pour en savoir plus. Alors, ici c'est le magasin d'usine, donc on a tous les produits produits par La Fuma. Alors on a tous les produits du groupe, toutes les marques sont présentes. Les magasins d'usine, on a l'habitude de dire que c'est un peu un mal nécessaire dans notre métier parce que les collections se renouvellent toutes les années, toutes les saisons, on va dire en moyenne 2 saisons. Et donc du coup, il faut écouler les invendus, donc les magasins d'usine en font partie. Puis on va dire que celui-ci, là vous êtes vraiment dans l'institution La Fuma, ce magasin d'usine a plus de 20 ans, vous en entendrez parler à peu près dans toute la Drôme, mais même dans les départements aux alentours. Les gens, quand ils viennent ici en vacances, dans le nord de la Drôme ou même dans le sud de la Drôme ou ailleurs, ils sont là pour faire des activités extérieures. Ils trouvent tout ici, que ce soit des shorts, des chaussures, des vêtements de protection. Avant de partir en camping dans l'Ardèche ou dans la Drôme, on s'arrête ici pour faire le plein et s'installer. En plus, on est plutôt bien placé sur l'axe de la Sète. Exact. On peut se dire aujourd'hui être le groupe qui est au niveau mondial totalement outdoor, puisqu'on part de la mer avec le surf, en passant par la campagne, le country avec le chameau, et puis petit à petit on gravit la montagne avec La Fuma, Eider et puis Millet pour arriver. Et bientôt on va partir au ciel. Nous nous dirigeons vers Romans, petite ville située sur la rive droite de l'Isère, au nord-est de Valence, et dont le passé historique est riche. C'est en 838 qu'elle naquit, suite à la création d'une abbaye par Monseigneur Barnard, alors évêque de Vienne. En 1342, elle est annexée au Dauphiné et se développe avec l'arrivée des tanneurs au XIVe siècle, puis des drapiers au XVe. La crise religieuse entre catholiques et protestants l'affecte particulièrement, notamment en 1580, où la ville est frappée par le carnaval sanglant. La collégiale Saint-Barnard et la tour Jacquemart en sont également des témoignages. Par la suite, en 1788, s'y tiennent les États généraux du Dauphiné, qui seront précurseurs et inspirateurs
des États généraux de Versailles qui ont donné eux-mêmes naissance à la République en 1789. Vous connaissez Charles Jourdan, Claire Gery ou Stéphane Kellian, des grands noms de la chaussure. Eh bien, c'est à Romans qu'ils ont été lancés. En effet, l'industrie de la chaussure y est devenue la principale activité économique, comme en témoigne le Musée international de la chaussure, installé dans un ancien couvent de la Visitation. Aujourd'hui, si les manufactures de chaussures sont moins développées, il persiste quelques entreprises en activité et nous allons en visiter une pour comprendre les techniques de fabrication. Vous êtes ici au cœur de l'atelier de fabrication de chaussures du groupe Archer, où on fabrique les Made in Romans et où on travaille aussi pour beaucoup de créateurs sous différentes marques. On continue de faire de la chaussure à Romans. Nous avons fait le choix de continuer à couper le cuir à la main pour la plupart des modèles. Ça nous permet de beaucoup mieux valoriser le cuir. Il est vrai qu'on travaille avec la dernière tannerie de la ville, on travaille avec un cuir d'excellence qui est donc issu des tanneries Roux et qui est un cuir de maroquinerie qui sert habituellement aux grandes marques de maroquinerie. Donc Pascal est en train de couper, je crois, une ballerine, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments de cuir qui constituent une chaussure sont coupés à la main et sont assemblés après plus loin dans l'atelier de piquage qui est un atelier de couture. Alors, piquer du cuir à chaussure, c'est quelque chose d'extrêmement soigneux parce que le tissu, on peut jouer un petit peu avec le tissu, mais la rigidité du cuir demande d'être extrêmement précis dans le geste de piquage et il faut de longues années d'expérience pour pouvoir piquer une chaussure. Depuis la rive gauche du Rhône, on aperçoit exposés en plein soleil des vignes en pente raide. Le vignoble des Côtes-du-Rhône, l'Hermitage et le Cros-l'Hermitage, issus des cépages Marsanne, Roussanne et Syrah. Nous nous rendons à la maison Chapoutier. Cette illustre maison a été créée par Michel Chapoutier en 1808 et c'est toujours un M. Chapoutier qui la dirige, viticulteur, vinificateur, amoureux du vin tel qu'il se présente. Nous sommes au milieu des vignobles de l'Hermitage et notamment dans la maison Chapoutier qui est le plus grand domaine viticole de l'Hermitage, si je comprends bien. Exactement, donc la maison Chapoutier a la chance de posséder 34 hectares sur l'appellation Hermitage et ce depuis 1808. Il y a toujours un domaine familial, donc de la 7e génération aujourd'hui avec Michel Chapoutier. Son fils Maxime et sa fille Mathilde. Voilà, donc c'est intéressant, c'est toujours le même M. Chapoutier d'ailleurs, voilà, qui se perpétue au sein du domaine Chapoutier. Donc la maison Chapoutier, effectivement, on est le plus gros domaine sur l'Hermitage, on a des propriétés sur Cros-Hermitage, tout autour de la colline. De l'autre côté du Rhône également sur Saint-Joseph, un peu plus au nord, donc également sur Condrieu et Côte-Rôtie. Et également au sud, bien sûr, Saint-Péret, Cornas. Le but pour Chapoutier, c'est de travailler sur la notion de terroir. On travaille en biodynamie. Et alors, qu'est-ce que c'est que la biodynamie? Voilà, la biodynamie. Donc la biodynamie, on partage le mot déjà en bio et dynamie. Oui. Donc bio, c'est-à-dire le fait de travailler sans produits chimiques, sans pesticides, sans aucun produit chimique. Et la partie dynamie, donc, qui tient compte des calendriers lunaires. Selon le mouvement des astres et de la Lune, on va travailler le sol, voilà, en fonction de ce calendrier biodynamique. Donc le but étant d'avoir une description la plus précise finalement du terroir, une expression la plus précise du terroir dans nos vins. Et bien sûr, on voit ici sur l'Hermitage, avec des sols très très complexes, donc il est très important d'exprimer encore plus peut-être sur cette colline de l'Hermitage, cette notion bien sûr de terroir, de typicité. Et donc ces terroirs et ces sols vont façonner la vigne de manière à lui donner des goûts différents et des différentes saveurs. Exactement. Et de par l'enracinement profond, puisque le fait de travailler, on le voit ici à nos pieds, le fait de travailler en biodynamie, donc travailler sans herbicides, on a une végétation qui va pousser et donc qui va rentrer en concurrence avec le cèpe de vigne, donc favoriser un enracinement profond dans le sol, à plusieurs mètres sous terre, et donc avoir une belle expression de la minéralité, de l'expression du terroir. Mais pour avoir cette minéralité, il est très important d'avoir un sol vivant. Un sol riche en bactéries donc, qui vont transformer ce minéral finalement en végétal. Et donc, puisque la plante puisse se nourrir de ce sol, il faut un sol vivant.
De l'autre côté de la Nationale 7, qui descend vers le sud de la France, on tombe sur les établissements Valrhona, un grand nom du chocolat. C'est en 1922 qu'Albéric Guironnet, pâtissier, s'installe à Tain et se lance dans la production de cette célèbre friandise à base de cacao. Aujourd'hui, la maison a une renommée internationale et y accueille pâtissiers, chocolatiers et amateurs dans son école du grand chocolat. Entrons pour découvrir ses spécialités. On est au cœur de la vallée du Rhône et on est au cœur de tout le savoir-faire Valrhona. Vous voyez, ça sent le chocolat. Toute la fabrication est effectuée ici à Tain-l'Hermitage depuis 1922. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons été créés par un pâtissier, pour des pâtissiers. Et ça, on en est vraiment très, très fiers. C'est-à-dire que depuis notre plus tendre enfance, on baigne dans cet univers de la pâtisserie et du monde de la gastronomie. On fournit la matière première, on fournit un chocolat d'exception, la matière première, pour tous les grands professionnels du monde entier, que ce soit des chefs ou que ce soit des artisans. Quand Albéric Guironnet a fondé la chocolaterie en 1922, l'emplacement n'était pas anecdotique, c'était vraiment stratégique. Pourquoi ? Parce que il y avait beaucoup de chocolateries au début du siècle. Pourquoi ? Parce que le cacao, arrivé à Marseille, est remonté par le Rhône en voie fluviale. Et 90 ans après, ça reste aussi cette présence, cette proximité avec nos partenaires, avec nos planteurs. C'est un peu anecdotique, mais ça illustre bien aussi cette proximité avec la source, avec nos planteurs. Valrhona, c'est la contraction de Vallée du Rhône. Entreprise effectivement française, mais avec une dimension internationale, avec un rayonnement international. On est aujourd'hui présent dans 73 pays. Nous avons créé notre plantation il y a 20 ans, au Venezuela. Pourquoi on a planté ? On souhaitait remonter la filière le plus en amont possible, maîtriser, connaître et apprendre le cacao. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez exactement d'où proviennent les graines de cacao, comment elles ont été produites, et donc vous garantissez un produit en fonction de cela. On garantit toute la chaîne de valeur. Exactement, toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire depuis le plus en amont sur toute la culture, on connaît toutes les étapes, on maîtrise toutes les étapes jusqu'à sa fabrication. On a une spécificité, on a une valeur ajoutée qui est très forte. Ce sont toutes nos expertises. Nous sommes experts des cacaos fins et nous maîtrisons, on est experts de la maîtrise du goût. La maîtrise du goût, ça veut dire que on va maîtriser tout le process de fabrication, on va maîtriser tous les leviers du process de fabrication pour développer tout le potentiel aromatique. Et alors, les chefs cuisiniers, pâtissiers, chefs pâtissiers, viennent apprendre ici à l'école du grand chocolat de Valrhona, où ils ont déjà appris et ils viennent se perfectionner et ils viennent donner des cours. Comment ça se passe ? Cette école, elle est ouverte au grand public ou quoi ? Elle est ouverte bien sûr au grand public, aux professionnels. Donc, c'est ouvert à on privilégie nos clients, c'est ouvert avant tout à nos clients qui viennent donc effectivement, des clients pâtissiers qui viennent du monde entier. Qui viennent du monde entier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui viennent du monde entier et qui viennent effectivement à la fois se ressourcer, se perfectionner, apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles technologies sur le chocolat. Voilà. Mais ils ont déjà une formation initiale. On ne vient pas ici avec construire une formation initiale, il y a déjà une formation initiale. Très bien. Et c'est quoi ce livre-là, l'encyclopédie du chocolat ? Montrez-nous un peu ça. Alors l'encyclopédie du chocolat, ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment le fil rouge chez Valrhona et plus particulièrement à l'école, c'est vraiment de transmettre tous les savoirs et les savoir-faire. C'est un peu toute la Bible de l'école, tout le conservatoire de l'école que l'on a illustré sous forme de livre et qui est préfacé par Pierre Hermé. Après la Drôme des Collines, il faut découvrir Royan, puis le Vercors. C'est à Saint-Nazaire-en-Royan que nous sommes attendus. Le village, anciennement fortifié, présente tout un passé chargé d'histoire à travers ses vieilles bâtisses médiévales, ses ruelles et son aqueduc. Cette étape touristique située au bord de l'Isère et de son affluent la Bourne nous emmène en bateau à roues entre l'Isère et la Bourne. Alors, Christine Billot, nous sommes sur le Royan-Vercors, sur ce site merveilleux, sur la rivière de la Bourne.
et vous gérez plusieurs sites. Alors expliquez-nous comment fonctionne ce bateau à roues et puis d'autres activités qui sont ici. On croise des lieux absolument extraordinaires, une végétation merveilleuse. Expliquez-nous un peu ce qu'il en est. Voilà, nous sommes sur un bateau de croisière où nous accueillons sur nos croisières 140 passagers à la découverte de la Bourne sur laquelle nous naviguons actuellement, mais aussi de l'Isère que nous allons rejoindre dans un tout petit instant. D'accord. Alors vous avez une activité importante, ça se fait par toute la période de l'année ou en saison? Comment ça se passe? Nous circulons avec le bateau d'avril à mi-octobre pour profiter de la faune, de la flore, des paysages du Vercors que nous allons entrevoir tout à l'heure. Voilà, avec des croisières régulières pour le tourisme, dans le cadre de déjeuners croisières ou autres également. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécifique ici? Parce que je vois des roches, de la terre rouge, une végétation très florissante, des petites maisons, des villages. On est dans un univers très particulier ici. On n'a pas sûr qu'on est dans un endroit très préservé. Oui, nous sommes dans un espace naturel protégé avec des particularités géologiques, dont ces roches rouges, qui sont des sables rouges contenant énormément d'oxyde de fer, d'où leur couleur. Nous allons rentrer sous peu dans une zone de marécage et roselière où nous avons de très nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques, sédentaires et migratrices également. Et on est ici sous un soleil merveilleux, c'est toujours comme ça? Bien sûr. Parfait. Mais Saint-Nazaire-en-Royan réserve bien d'autres atouts. Après cette croisière, entrons dans la préhistoire et visitons la grotte de Thaïs, où l'homme de Cro-Magnon habitait en l'an 15 000 avant notre ère. Donc là, on arrive sur la grotte. Exactement, on arrive sur la plateforme qui permet donc d'entrer dans la grotte. Chose pas banale, on monte au lieu de descendre. Première étape de la grotte, si l'on veut, présentation de l'évolution de l'homme. Voilà, c'est un petit peu l'introduction puisque nous sommes une grotte préhistorique. Donc nous introduisons la préhistoire avec l'évolution de l'homme pour reclasser tous les hommes préhistoriques dans le bon ordre. Et ensuite on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la première salle de la grotte. La moitié de la visite est consacrée à la préhistoire. Nous sommes à un site où il y a eu des fouilles archéologiques. Et donc, nous présentons un petit peu ici le travail des archéologues, ce qu'ils ont découvert. Et grâce à ces fouilles archéologiques, nous savons que c'est l'homme de Cro-Magnon qui a vécu chez nous pendant une période de 5000 ans. Alors, l'homme de Cro-Magnon est à l'honneur ici dans la grotte de Thaïs. Vous l'aurez remarqué, c'est une grotte très colorée. On le voit bien du bateau à roues, l'oxyde de fer est très présent ici à Saint-Nazaire et on retrouve l'oxyde de fer de l'extérieur dans les concrétions de la grotte de Thaïs. Alors nous sommes une grotte dite labyrinthe, ce n'est pas une grotte avec des salles immenses, c'est une grotte à taille humaine. Et donc au fil du parcours, on part de la préhistoire, on passe par la géologie et ensuite on continue et on va jusqu'aux explorations en plongée souterraine. Au sortir de cette grotte, imprégnée d'histoire, le village présente son passé médiéval que l'on peut admirer du haut des 35 mètres de l'aqueduc construit en 1876 et toujours en activité. Le Vercors s'étend sur 186 000 hectares de la vallée de l'Isère jusqu'au Diois. Le massif est une suite de paysages remarquables où les contrastes sont étonnants entre les larges vallées habitées, les forêts et plateaux que l'on pourra notamment admirer de la route de Comble-Laval et en passant par le tunnel des Grands Goulets. Du fait de sa position sauvage et de son environnement naturel, le Vercors a été le théâtre de la résistance pendant l'occupation allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. La chapelle en Vercors en est un carrefour historique, le lieu de mémoire de la résistance dont tout ce territoire fut témoin pendant cette guerre. On pourra d'ailleurs visiter le musée de la Résistance à Vassieux, distant de quelques kilomètres. La vie sauvage abonde dans le Vercors et le parc naturel régional abrite une faune et une flore d'une extraordinaire variété, protégée par des grandes murailles naturelles comme dans la forêt de Soux, qui fait le bonheur des botanistes et des entomologistes. Mais c'est aussi sur le plateau de Vassieux. C'est pourquoi Nicolas Vanier a choisi d'y installer son camp. Nous allons retrouver son équipe et les activités qu'ils y développent.
Alors c'est en pleine montagne à Vassieux que nous rencontrons Elsa et Shadrach, un chien de traîneau, dans le camp de Nicolas Vanier. Alors Shadrach, c'est un chien de traîneau, d'où il vient? Il a une histoire, ce chien? Alors oui, évidemment, ce chien a une histoire. Donc en fait, c'est un des descendants d'Ochum. Donc Ochum, c'était le tout premier chien de Nicolas. Donc c'est avec ce chien en fait que débute toute la lignée, toute la lignée qu'on a actuellement. Donc c'est un mélange de chiens nordiques. Hein. Ce sont des chiens qui sont issus de croisements. Et donc voilà, Shadrach, donc il y a du Laika de Sibérie et puis aussi du Groenlandais. Donc ça donne des chiens très très trapus et très costauds. Il y en a besoin l'hiver, j'imagine, parce qu'ils font du traîneau, ils emmènent du monde. Comment ça se passe ici? Quelles sont les activités globales entre... je vu qu'il y avait des chevaux, qu'il y a des chiens, qu'il y a un potager, etc. Racontez-nous un peu comment fonctionne ce camp qui a été créé par Nicolas Vanier. Alors, en fait, on propose plusieurs activités, donc à la fois avec les chiens et avec les chevaux. Donc sur l'hiver, avec les chiens, on propose des baptêmes en traîneau. Donc le baptême, en fait, c'est une balade où vous partez donc assis dans le traîneau du guide. Donc ça permet d'avoir déjà une première approche des chiens de traîneau et puis de découvrir cet univers. L'été, on va plutôt partir sur de la canirando. Donc la canirando, en fait, vous avez une ceinture autour de la taille. Donc Shadrach. Le chien, donc on va lui mettre le harnais. Donc on est relié au chien et on part à pied tiré par le chien. Donc c'est de la balade dynamique. Donc le but c'est un petit peu de canaliser leur énergie. Et puis ensuite il y a le canibike. Donc ça pour les amateurs de sensations, le canibike c'est une trottinette tout-terrain sur laquelle on attelle en moyenne 2 chiens et donc on part en balade. Voilà, c'est ce qui va se rapprocher le plus du traîneau. D'accord. Et activité cheval également aussi? Voilà, exactement. Donc les chevaux, il est possible de partir pareil en randonnée sur la demi-journée ou sur plusieurs jours. Et après, il y a possibilité de faire des cours d'équitation et des séances de voltige pour les enfants. Alors, il semblerait que ce camp soit complètement isolé. Je vois aucune ligne téléphonique, aucune ligne électrique. Comment ça fonctionne? Alors, en fait, ça a été le coup de cœur ici, en particulier aussi par rapport à ce contexte qui est rien. En fait, on fonctionne, donc l'énergie, elle provient des panneaux solaires et donc d'une éolienne qui va être prochainement réinstallée. Et ensuite, voilà, on utilise, on récupère l'eau de pluie, si vous voulez, pour tout ce qui est du potager et puis pour abreuver les chiens, si besoin. Et voilà, ça permet d'alimenter un petit peu la maison verte, d'ailleurs, on l'appelle la maison verte. Quand vous êtes à plein dans le camp, vous recevez combien de personnes à peu près? Une quinzaine de personnes à peu près. Une quinzaine de personnes à la fois, ouais. D'accord. Pour l'hébergement, après, peut y avoir du monde en plus sur les activités. Et alors l'hébergement se fait, là on est à ciel ouvert parce que en fait on est sous un tipi là, non, c'est ça? Exactement. Qui n'est pas recouvert, mais j'en vois d'autres derrière, des yourtes, etc. Donc l'hébergement des gens qui viennent ici pour des stages ou pour des séjours se fait sous les yourtes et dans les tipis, c'est ça? Voilà, exactement. Donc juste derrière nous, là, il y a une yourte mongole donc, qui permet d'accueillir à peu près jusqu'à 9 personnes et qui fonctionne sous le système du gîte. C'est-à-dire que les gens, les gens peuvent se retrouver dans cette yourte sans forcément se connaître. Donc on a souvent plusieurs familles qui dorment ensemble dans cet hébergement et qui apprennent à faire connaissance. Et ensuite, il y a un tipi aussi donc, qui est disponible, ainsi qu'une petite cabane écologique. Alors on est là, un dépaysement assuré, hein. Ouais, exactement. Changement de vie. En pleine montagne. Parfait. En quittant le Vercors vers le sud, à travers des paysages à couper le souffle, la route nous conduit au pays du Diois, aux sources de la Drôme. Il conjugue les influences alpines du Vercors et la douceur provençale pour se forger un caractère unique tout en contraste. Ces multiples facettes s'accordent pour faire du Diois un pays qui met tous les sens en émoi. Outre ces paysages exceptionnels, on y pratique de très belles randonnées à pied, en vélo ou
éventuellement en canoë-kayak. La ville de Die la Pétillante est blottie au pied des falaises du Vercors et remonte à l'époque romaine, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Elle est protégée par ses remparts dont la construction remonte au IIIe siècle. Elle accueillit l'évêché au IVe et l'académie protestante, suite aux effets de l'édit de Nantes, au XVIIe siècle. Il faut cheminer dans cette ville ancienne qui a gardé tout son caractère, tout son âme, tout son cachet, entre la porte Saint-Marcel, les remparts, les cathédrales et toutes les ruelles de cette ville. Mais Die est situé au cœur d'une contrée, le Diois, où l'on élève les moutons qui permettent la production du fameux fromage picoton. C'est un terroir ensoleillé, propice aux plantes à parfum, au vignoble du Diois qui est planté à 700 mètres d'altitude, le plus haut de France, et qui produit la clairette de Die que nous allons déguster aux caves Jaillance. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bienvenue. Alors, on est dans le caveau de la clairette de Die? Oui, bienvenue à la cave Jaillance. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Écoutez, on va rejoindre le bar à bulles pour vous faire découvrir la clairette de Die. Allons-y. Donc Michel, Oui. je vous présente Éric Vanoni, qui est président de la cave coopérative enchanté. Jaillance. Enchanté aussi. Et Jean-François Luquin, qui est responsable Bienvenue. de notre caveau Merci. de vente, ici à Die. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes président de la coopérative? Oui, on est en cave coopérative. Hein. Ah oui, d'accord. Cette cave a été fondée en 1950 par Henri Bonnet. Parce que vous avez visité un peu tout le vignoble, vous avez fait le tour, vous avez vu que c'est des petites parcelles. Donc il a eu l'idée de réunir tous ces gens pour mettre toute leur énergie en commun. Et vous êtes combien? On est 220 adhérents. 220 adhérents, 220 producteurs. 220 producteurs. Uniquement de clairette de Die. Clairette de Die qui apporte à la cave de Die Jaillance. En plus, il y a depuis plus de 20 ans qu'on fait du bio, Oui. hein, que nos agriculteurs sont reconvertis, et plus de 20% de nos surfaces sont en agriculture biologique. Et on est sûrement un des premiers metteurs en marché de France qui peut produire un vin bio. Très bien. Ah oui, c'est très important ça aussi. Alors ici, on est dans le caveau. Ah, vous êtes dans le magasin, le caveau, tout à Voilà. fait. Alors. Le caveau de la cave Jaillance, où on reçoit toute l'année les gens qui veulent bien venir nous voir. Et on a cette chance ici de recevoir le monde entier tous les ans, très régulièrement. Beaucoup de tourisme étranger, Oui. bien sûr beaucoup de Français aussi. Aujourd'hui, venir chez nous, c'est quasiment naturel quand on vient dans la vallée de la Drôme ou quand on désire rencontrer la clairette. D'accord. Parce qu'au-delà du caveau, il y a aussi le circuit de visite. Voilà. La cave se visite. On propose effectivement à nos clients de venir découvrir la légende de la clairette de Die, sa méthode d'élaboration. Donc on fait de l'œnotourisme. Voilà. Tout à fait. Très bien. Et est-ce qu'on fait de la dégustation? Oui. Alors, vous allez nous faire déguster, non? Avec plaisir. Je me permets. Oui. Merci. Ah, pardon. Allez, je le garde. Vous voyez, ce qui est important, c'est la finesse des bulles et tout. Ouais. Et puis ce côté muscal, litchi, et ce côté très fruité en bouche. Quoi. Plus personne ne dit rien, tout le monde très dit agréable. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment une méthode qui est très différente des bulles type champenoise ou des vins bruts. Là, on est vraiment sur un vin qui est très fruité, très doux. Le muscat est un cépage qui est très aromatique. Donc avec, comme le disait Éric, cette méthode ancestrale qui effectivement garde une partie du sucre naturel du raisin qui n'a pas fermenté, le sucre résiduel, c'est ce qui donne ce côté un peu sucré à la clairette, mais en fait il n'y a pas d'adjonction de sucre. C'est vraiment le sucre naturel du muscat qui reste en fin de vinification. Il n'y a rien de plus naturel. Et d'où le bio. Et on revient au bio. Et le bio, oui. Eh bien, il va falloir je parte avec des bouteilles alors. Absolument. Allez, merci. En descendant vers le sud du département,
nous découvrons un autre paysage. On pénètre dans un univers impressionniste avec ses champs de lavande, ses vergers d'oliviers, ses chênes truffiers et ses vignes à perte de vue. Des terres du sud, des terres de grands vins. Ce paysage fait la joie des amoureux de la nature et a inspiré de grands peintres comme André Lotte et récemment Bernard Catlin. La capitale de cette Drôme provençale est située à Montélimar. Cette cité historique remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ. À la fin du XIe siècle, la famille d'Adhémar s'y installe et Guillaume Hugues en devient le premier seigneur, dont le château, monument historique des XIe et XVIe siècles, domine la ville et accueille aujourd'hui le centre d'art contemporain. Nous rencontrons Emmanuelle Riva, directrice de l'Office du tourisme au jardin public, pour une visite guidée de la ville. Alors Montélimar, c'est une ville bien connue sur l'autoroute A7, sur la Nationale 7, en direction du sud de la France. Mais c'est aussi la ville du Nougat. Mais autour du Nougat, Montélimar est une ville remplie d'autres possibilités à caractère touristique et culturel. Je vais demander donc à Emmanuelle Riva de nous en parler. Oui, Michel, la route des vacances, effectivement, Montélimar, c'est d'abord le midi de la France. C'est à partir d'ici, d'abord qu'on voit le soleil, c'est à partir d'ici que la végétation change et c'est vraiment la destination touristique par excellence. On vient passer ses vacances dans la Drôme provençale, à Montélimar. Quand on est en Ardèche, on vient profiter de son séjour en Ardèche également pour visiter la capitale du Nougat. Et surtout pour profiter de son jardin des senteurs dans le quartier Saint-Martin. Nous avons des hôtels particuliers de charme, des places qui sont des rues piétonnes, des terrasses où on peut se poser, où on peut lire, où on peut profiter de l'art de vivre local. Et puis surtout des architectures particulières. On a repéré au moment de cette balade des façades de pharmacies, d'hôtels particuliers, l'église Sainte-Croix avec ses très belles orgues, les allées provençales de Montélimar, le jardin public dans lequel nous nous trouvons ici, avec tous les animaux de la ferme là, qui sont à proximité derrière nous. Qu'on entend comme si on y était d'ailleurs. Exactement, on entend les poules et les coqs, ils profitent eux aussi du soleil et du bon temps. Impossible de parler de Montélimar sans penser nougat. C'est donc à la sortie de la ville que nous nous rendons pour visiter la fabrique et musée Arnaud Soubeyran, la plus ancienne fabrique artisanale de nougat de Montélimar, créée en 1837. Cette visite va nous réserver plusieurs surprises gustatives et historiques. L'idée, elle est venue tout naturellement. Nous avons commencé avec une petite fabrique de nougat. Et puis nos clients, au fur et à mesure, voisins, amis de voisins, ont été demandeurs de visites, de jeter un petit coup d'œil. Et tout naturellement, de fabricants de confiseries, nous sommes devenus un site touristique. Alors, il est évident qu'au début, ça a commencé petitement. Nous ouvrions nos portes et les clients jetaient un œil, s'avançaient, commençaient un petit peu à se promener dans la fabrique, ce qui nous a mené à nous dire que cette demande grossissant, il fallait que nous organisions. Donc, cette organisation, au fur et à mesure, elle est ce que vous avez vu aujourd'hui, en gardant cet esprit de communication, cet esprit de faire partager à nos visiteurs notre passion. C'est-à-dire que nous n'avons pas voulu faire un musée qui soit statique, mais bien au contraire, nous avons voulu ouvrir notre entreprise à nos visiteurs. C'est-à-dire que lorsque vous venez chez nous, vous êtes libre d'aller acheter du nougat, vous êtes libre de venir vous asseoir à la table à laquelle nous sommes par exemple pour boire un café, ou bien regarder tous les métiers qui sont en activité dans notre entreprise, c'est-à-dire que vous pénétrez au cœur de l'entreprise, vous pouvez parler avec les personnes qui travaillent, vous pouvez observer, vous pouvez sentir. Il y a une totale liberté dans la mesure où les gens qui viennent chez nous respectent nos produits, respectent l'image de nos produits, et ça crée vraiment une ambiance très particulière de passionnés en fait. Nous nous adressons à une clientèle qui est une clientèle de connaisseurs. Une clientèle de personnes qui savent faire la différence entre nougat et nougat. Mais le propos est le même pour l'huile d'olive, le même propos est le même pour le vin. Notre clientèle est une clientèle spécifiquement de connaisseurs. Donc vous allez dans la qualité. Nous sommes exclusivement dans la qualité, tout à fait.
Et c'est cette particularité qui s'exporte le mieux et qui fait l'image de la France au niveau international. C'est ce dans quoi nous nous reconnaissons. Nous ne sommes pas des démagogues. C'est-à-dire que nous faisons ce que nous aimons, comme nous aimons le faire, avec de bons miels, avec de bonnes amandes, comme le fait un bon pâtissier, comme le fait un bon chef. C'est exactement la même manière de faire. Au sud du département, en pleine Drôme provençale, Dieu le fit, la ville des métiers d'art. Cette capitale de la poterie a lancé sa marque Dieu le fit original, garantissant que chacune des créations, 100% conçues dans les ateliers de ce pays, sont façonnées à la main et de ce fait sont uniques. C'est à l'école de poterie que nous rencontrons Madame le maire. Alors la maison de la céramique, elle se définit comme en fait un lieu ressource sur cette thématique qui est vraiment très identitaire du pays Dieu le fit. Donc il y a une formation professionnelle de très haut niveau qui est accueillie, mais aussi ce qu'on appelle des ateliers loisirs. Donc par exemple, tous les enfants du pays Dieu le fit, à un moment ou à un autre de l'année scolaire, viennent ici travailler la terre et s'initier à la céramique, ou aussi des ateliers pour les adultes qui aimeraient pendant la semaine avoir ce genre d'activité. Donc bien sûr, tous les publics sont les bienvenus dans cette maison. Alors à Dieu le fit, il n'y a pas que la céramique. Non, nous avons beaucoup de choses à Dieu le fit, même si nous sommes très attachés à cette tradition de la poterie et de la céramique qui remonte au Moyen-Âge, tout simplement parce qu'il y avait des argiles et de la terre facilement exploitable ici, ce qui a fait que beaucoup de potiers se sont installés. Mais voilà, nous avons aussi d'autres talents, notamment nous avons un climat très propice, ce qui fait que nous avons beaucoup de maisons de santé où les gens viennent se reposer après des maladies cardiaques ou respiratoires, se remettre en forme. Est-ce que par hasard, ce côté de la santé porte le nom de Dieu le fit? Eh bien, vous avez exactement raison, puisqu'en fait, ce joli nom, souvent les gens me demandent, mais Madame le maire, d'où vient ce joli nom de Dieu le fit? Eh bien, il vient aussi du Moyen-Âge, puisqu'à l'époque, ce sont les croisés donc, de l'ordre de Saint-Jean de Malte, qui, en allant à Jérusalem en croisade, s'arrêtaient ici pour se reposer. Nous avons à Pointe-Laval la commanderie des chevaliers de l'ordre de Malte. Et ils ont constaté que dans cette petite vallée, on se reposait, on guérissait, on était bien. Et ils se sont exclamés, alors ni vous ni moi n'y étant, mais ils se sont exclamés « Dieu le fit », un peu un endroit béni des divinités. Et c'est comme ça que le nom de la commune Dieu le fit est resté. Venir à Dieu le fit y séjourner, profiter de cet air vivifiant, c'est aussi trouver un hébergement de qualité en camping et en mobilo. Allons nous y installer pour un moment de détente. La Drôme provençale regroupe des villages haut perchés, témoins d'une identité historique, géographique et humaine. Au sommet de ces villages se trouvent souvent les ruines d'un château ou d'une église. Ce sont les plus beaux villages de France, classés et perchés. Ils sont nombreux dans ce département, que ce soit ceux de Pointe-Laval, de Montbrun-les-Bains, de la Garde à Desmares et encore d'autres. Nous avons choisi pour nous de visiter le village de Mirmande. Nous nous dirigeons vers le sommet où son église accueille l'exposition André Lotte. Madame le maire et le commissaire de l'exposition, Monsieur Sapet, nous y attendent. Madame le maire, on est là dans l'église de Sainte-Foy, qui est une église désaffectée. Oui. Et il semblerait que c'est vous qui avez eu l'initiative de cette brillante exposition sur André Lotte à Mirmande. Et pourquoi à Mirmande? Pourquoi? Parce que Lotte a vécu à Mirmande, il s'y est installé dans les années 20, il y a acheté sa maison, il y a transporté son académie de peinture qui était sur Paris, il venait donc une académie estivale, on va dire, avec ses élèves. Et donc aujourd'hui, on lui rend hommage, c'est les 50 ans de sa disparition, il est mort en 62. Oui. Et puis surtout, on avait beaucoup pensé à des expositions, à faire revivre ce lieu avec une personne qui a disparu aussi aujourd'hui, Anne-Marie Coutreau, qui nous avait lancé sur la piste d'André Lotte, qui elle-même avait déjà fait
Il y avait déjà eu une exposition pour les 100 ans de la naissance d'André Lotte dans ce lieu. Donc voilà, c'est une suite logique. Alors, monsieur Sapet, vous êtes le commissaire de cette exposition. Voilà, moi je suis habitant de Mirmande et commissaire d'exposition, et en même temps, avec passion, on a essayé de participer à l'élaboration de cette exposition. Finalement, Lotte, il a 3 casquettes. Est-ce que souvent on lui a reproché qu'il en temps portait beaucoup trop? Il écrivait très bien sur la peinture. Il était peintre et en plus de cela, il était enseignant. Donc, si vous voulez, ça fait beaucoup de choses à la fois. Et ces 3 missions, ils ont bien accompli. Ici, on va montrer le Lotte enseignant. D'accord. Lotte, il a quand même propagé l'idée de la Drôme dans le monde. Hein. Oui, bien sûr. Vous savez, parce qu'en attirant ses élèves ici, il avait quand même une clientèle internationale, et particulièrement américaine. Et il n'est pas étonnant que les plus beaux tableaux, les plus belles toiles de Lotte sur Mirmande soient aux États-Unis. Oui. Donc, si vous voulez, il y a ce rayonnement que Lotte a su faire. Et la Drôme, je veux dire, Mirmande lui rend hommage, mais à travers Mirmande, c'est aussi la Drôme qui rend hommage à quelqu'un qui a très bien su parler du département. Toujours en Drôme provençale, l'un des plus beaux détours de France, Nyons, le Petit Nice, nous attend. Planté au pied des baronnies provençales, Nyons a des airs méditerranéens et peut se vanter d'avoir le même taux d'ensoleillement que la ville de Nice. D'ailleurs, l'écrivain René Barjavel disait d'elle « La seule différence entre Nyons et le paradis, c'est qu'à Nyons, on est bien vivant. » Nous allons vérifier par nous-mêmes. Effectivement, elle mérite une balade à travers le pont roman, les rues de la vieille ville, les places inondées de soleil et remplies d'animation. On s'imprègnera d'odeurs dans son jardin des arômes. Et pour notre part, nous avons décidé d'aller à leur recherche à la distillerie Bleu Provence. Alors Giovanni, vous êtes responsable de la communication de la distillerie. Racontez-nous un peu, parce qu'on voit ici des fagots de lavande, une distillerie. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Donc la distillerie où vous êtes, donc la distillerie Bleu Provence, elle a été créée en 1939 et c'est un lieu où on fabrique de l'huile essentielle et non pas de l'alcool. Et on fabrique de l'huile essentielle à partir de lavande, comme par exemple aujourd'hui, mais aussi de plantes aromatiques. Et c'est une distillerie qui en général fonctionne du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Et la période où on travaille le plus, où là les lavandes, on va dire, décorent le paysage et qu'on va également la couper, ça va être au mois de juillet et août. Voilà, comme aujourd'hui, où on distille non pas vraiment de la lavande, mais du lavanda. Petite différence. Et donc c'est pour faire de l'huile essentielle, qui permettra après ça de faire pour diffuser dans la maison, pour se soigner tout simplement. C'est l'une des vocations des huiles essentielles. Ok. Alors comment elle fonctionne? Parce que là, on voit arriver des ballots de lavande, j'imagine qu'ils sont magasinés, traités. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Donc la première chose, le producteur arrive. Oui. Et il va disposer ses lavandes ici, donc il va faire une sorte de tapis ou de monticule. Ensuite, on va prendre un outil bien rudimentaire, on va prendre les fourches qui sont au fond là, et on va prendre ces fourches et on va mettre les lavandes à l'intérieur du vase. Dans chaque vase, vous mettez à peu près 1,2 tonne de plantes. Et une fois que les plantes vont être mises à l'intérieur, on utilise ce pneu de tracteur. Un des distillateur monte sur le pneu, comme ça, et il va sauter. Ah, c'est très artisanal. Ça, c'est pour tasser. Et une fois qu'on a pressé, on enlève le pneu, on enlève le distillateur, bien entendu, ça c'est quand même important. Et on va fermer le vase à l'aide du chapeau. Oui. Et une fois qu'on a fermé, on va commencer à distiller. On va tout simplement envoyer de la vapeur qui va être produite en sous-sol. Cette vapeur va traverser la plante, et quand la vapeur traverse la plante, elle va emporter l'huile essentielle qui est contenue à l'intérieur. C'est une sorte de cuisson à la vapeur, pour faire de manière très schématique. Et une fois que cette huile essentielle va être emportée par la vapeur, on va retrouver donc, dans le tuyau que vous voyez au-dessus, et notamment dans cette partie qui est au fond, vous voyez où vous pouvez retrouver 40 serpentins, on va retrouver en haut, on va se rapprocher un petit peu, faites attention parce que c'est chaud. En haut, on va retrouver donc un mélange composé de gaz, d'huile essentielle et de vapeur d'eau. Et en bas, on va plutôt retrouver un mélange liquide qui va être composé d'huile essentielle et d'eau florale. Et comment on va faire pour refroidir? Et là, vous pouvez le voir, on va tout simplement projeter de l'eau florale sur les serpentins et ça va permettre de diminuer la température et de transformer la vapeur en eau, en liquide. Et ensuite, le mélange liquide, on le récupère en sous-sol, dans l'essentiel. Et le travail est quasiment fait. Sur ces
tiges. Sur ces tiges sont des calices, c'est ça ce que Tout vous à appelez fait, les donc calices? voilà, des calices. Alors comment ça fonctionne? C'est Alors, super. Ça sent rien? Non, le calice, Ça par sent rien. principe, si on ne le touche pas, ça ne sent rien. Par contre, si vous le pressez, là vous pouvez faire l'exercice, si vous pressez, et là maintenant vous allez sentir, et là l'odeur va vous apparaître beaucoup plus flagrante. Ah oui, c'est tout à fait différent. Voilà. Ah oui, En bien fait, sûr. comme toute plante, lorsqu'on va sécher la lavande, elle va se mettre en système d'autoprotection. Et elle va garder son parfum. Et lorsqu'on va du coup la bouger un petit peu, du coup, la glande va se déchirer et le parfum du coup va sortir. Et notre travail, c'est ça, c'est-à-dire d'enlever tout simplement le parfum qui est à l'intérieur. Et ces explications donc liées à la lavande, on va le faire ici, donc dans l'espace de découverte sur la lavande, où il y a 3 parties. Une partie d'abord consacrée à la plante, donc à la botanique, voir les différentes lavandes qui poussent en France, comment elles poussent, quels sont les parfums, etc. Ensuite, on bascule de l'autre côté et là, on va expliquer plutôt la technique, comment nous, à la distillerie, on travaille. Et on finit ensuite la visite sur les usages, c'est-à-dire comment on utilise la lavande dans la médecine, dans la parfumerie, parce que c'est aujourd'hui quand même un gros débouché, mais aussi dans l'aromathérapie, c'est-à-dire l'utilisation des huiles essentielles. Voilà. Tous les jeudis de chaque semaine, été comme hiver, la ville qui compte plus de 7000 habitants double, voire triple sa population avec l'invasion amicale des populations voisines et des touristes qui viennent pour le marché. Nous allons faire nos courses et découvrir le joyau de Nyons, la tanche, l'olive noire. Alors, cette confrérie des Chevaliers d'Olivier, quelle est sa raison d'être, sa naissance, son utilité et pourquoi justement une confrérie des Oliviers? Bien, il y aura bientôt 50 ans qu'a été créée donc cette confrérie. Cette confrérie, comme toutes les confréries, est là pour faire connaître, pour défendre un produit. Et le produit, en l'occurrence, c'est l'olive noire de Nyons et l'huile également de Nyons. Donc en 1964, des producteurs, des personnalités se sont réunis pour créer cette confrérie et ont œuvré et travaillé de nombreuses années, c'était déjà plus de 30 ans, pour obtenir la reconnaissance en appellation d'origine contrôlée pour les olives et pour l'huile de Nyons. Voilà. Donc en fait, l'appellation porte à la fois sur l'olive de bouche et à la fois sur l'huile qui est fabriquée à partir de l'olive de bouche, c'est ça? Exactement, exactement. Donc la variété de l'olivier s'appelle la tanche. Parfait. Donc on va aller se promener sur le marché, vous allez nous montrer un petit peu justement ces différentes olives? Oui, bien sûr, c'est pas un Parfait. problème. On va y aller alors. On va voir, c'est ça. Alors ça, c'est de l'olive de Nyons. Voilà, la véritable olive de Nyons, la tanche, vous voyez, un fruit noir, légèrement ridé, et qui est préparé à la saumure. C'est-à-dire qui implique donc une préparation, une saumure entre 8 et 10% de sel. Et nous allons plonger les olives, après les avoir récoltées à maturité, c'est-à-dire en décembre et mois de janvier. On va les plonger dans cette saumure, on va les oublier de 5 à 7 mois, de manière à ce qu'elles soient désamérisées. C'est-à-dire que le sel va pénétrer dans les chairs de l'olive et va les désamériser. Et à ce moment-là, elles sont consommables. Les trésors de la Drôme, c'est aussi ces châteaux, comme celui des Adhémar à Montélimar ou celui de Suse-la-Rousse. Ce monument des XIIe et XVIIe siècles, édifié sur son promontoire rocheux, domine toute sa contrée. Forteresse militaire médiévale, le château offre aux visiteurs un aspect extérieur austère qui contraste avec les façades Renaissance de la cour d'honneur et la richesse des salons où l'art de vivre prend tous ses droits et en fait une grande et confortable demeure. Depuis plus de 30 ans, la célèbre Université du vin s'y est installée. Nous nous rendons à Grignan pour rencontrer le directeur des châteaux de la Drôme. Nous sommes dans le salon du roi du château de Grignan. Laurent, vous êtes le responsable de la communication des châteaux de la Drôme. Alors, les châteaux de la Drôme, il y en a eu beaucoup, il en reste 3, semble-t-il. Il y en a 3 qui ont la particularité à la fois d'être situés dans le sud du département de la Drôme et d'appartenir au département de la Drôme. Ils ont été acquis par le département, par le Conseil général au fil des années, et ils sont aujourd'hui réunis au sein d'une structure qui s'appelle les Châteaux de la Drôme et qui rassemble donc le château de Grignan où nous sommes, le château des Adhémar à Montélimar et le château de Suse-la-Rousse qui se trouve à quelques kilomètres au sud. D'accord. Et ces 3 châteaux se communiquaient entre eux, il y avait un lien?
Il y a eu des liens parce que, on vous en parlera par ailleurs, au niveau des familles, des adhémars, des croisements, etc. Voilà. Mais enfin, la réalité aujourd'hui, c'est que ces 3 châteaux sont réunis au sein d'un établissement public qui s'appelle donc les Châteaux de la Drôme, et que ces 3 châteaux départementaux sont gérés d'ici, de Grignan, c'est-à-dire pour tout ce qui concerne leur fonction à la fois de lieux touristiques, de lieux patrimoniaux, de musées, et de lieux de création culturelle. Voilà, c'est un petit peu ça la particularité. Le lieu de création culturelle, aujourd'hui, semble-t-il, j'ai vu à Suze-la-Rousse, il y avait effectivement un concert de Mozart. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses toute l'année, ce qui fait aussi un petit peu la différence avec d'autres beaux lieux qui sont très très vivants l'été. C'est le cas de Grignan, parce qu'il y a effectivement ce qu'on appelle les fêtes nocturnes, qui est un festival de théâtre. En réalité, la création chaque année d'une pièce de théâtre plutôt classique, plutôt dans la tradition, mais montée par des metteurs en scène d'aujourd'hui, avec un regard contemporain sur ces textes très anciens, et qui ont la particularité un peu exceptionnelle de réunir au cours de l'été, au cours de 40 représentations, en général plus de 30 000 spectateurs, ce qui est tout à fait exceptionnel en France pour ce genre de manifestation. Alors ça, c'est pour l'été. La manifestation est aujourd'hui très, très, très connue, mais effectivement, le château de Grignan fonctionne toute l'année, ce qu'on sait moins, puisqu'il y a du jazz en novembre, une période qui n'est pas particulièrement favorable au jazz, comme vous savez, un petit festival qui s'appelle Jazz à Grignan. Il y a des concerts classiques, il y a des rencontres littéraires, il y a des rencontres patrimoniales, des conférences, énormément de choses, vraiment tout au long de l'année, parce qu'il y a la volonté du département d'animer cette région du pays vraiment à l'année, et non pas seulement, comme il est de tradition, au moment de l'été et des vacances. Sur la route des vins, le château de Grignan, juché sur un promontoire, apparaît tel un mirage sous le soleil brûlant. Il domine le vieux village et ses maisons de pierre. Le monument du XIIe et XVIIe siècle a conservé quelques traces de ses origines médiévales, mais c'est sa réorganisation au XVIe siècle qui en fait l'un des plus beaux exemples d'architecture Renaissance. C'est Jean-Claude, un amoureux de Grignan, qui nous emmène flâner dans les ruelles et visiter ce château sur les pas de la marquise de Sévigné. La marquise de Sévigné était la mère de mademoiselle de Sévigné qui s'est mariée avec le comte de Grignan et qui est devenue la comtesse de Grignan. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la marquise de Sévigné, qui était une célèbre épistolière et qui a beaucoup parlé dans ses écrits de Grignan, dans les lettres qu'elle entretenait avec sa fille qui était demeurée à Grignan. Elle a séjourné à Grignan? Oui, elle est venue 3 fois à Grignan, 2 fois 1 an et demi, et la 3e fois, elle est venue 2 ans, elle est venue à 68 ans, et elle est décédée ici, à Grignan, à l'âge de 70 ans. Elle repose dans la collégiale qui est juste à côté. On peut donc dire que l'esprit de la marquise de Sévigné est toujours présent à Grignan. L'esprit flotte sans arrêt à Grignan. On peut le voir le soir, il y en a qui le disent, qui voient un fantôme d'une dame blanche. La dame blanche, c'est le fantôme de la marquise de Sévigné. Et en plus, le château de Grignan au XVIIe siècle était surnommé le Versailles du Sud. C'était le plus beau, c'est toujours le plus beau château de tout le sud-est de la France. Donc Versailles, la marquise de Sévigné, le XVIIe siècle, l'époque du roi Soleil, le grand siècle. Et qu'est-ce qu'elle en disait dans ses écrits? Alors elle disait, elle écrivait, parce que quand elle était à Paris, elle s'ennuyait de sa fille, elle s'ennuyait de Grignan, elle disait « Je pense sans cesse à vous, je pense à Grignan, à votre belle et triomphale vue ». Vous voyez la vue magnifique que nous avons ici. Les attestations les plus anciennes datent du XIIe siècle, qui était la famille des Adhémar de Monteil. Adhémar de Monteil, Monteil, Adhémar, Montélimar. C'est comme ça qu'est venu le mot Montélimar. Et il y avait la branche cadette qui était les Adhémar de Grignan, et dont le descendant était le comte de Grignan, qui s'est marié justement avec la fille de la marquise de Sévigné. Alors c'est très curieux parce que quand on se promène sur ce château, il y a des très belles terrasses et on a l'impression qu'on marche sur la tête de Dieu. Oui, effectivement, on est au-dessus de la collégiale. La collégiale avait un toit normal. Le comte de Grignan a voulu étendre la terrasse que vous voyez ici sur la collégiale. Ça posait 2 problèmes. Un problème technique, parce qu'il fallait réaliser, il n'y a eu jamais de réalisation en Europe, à part un tout petit bout dans le château de Chambord, et surtout un problème déontologique. On ne marche pas sur la maison de Dieu. Rassurez-vous, je vois que vous êtes inquiet, mais contre espèce sonnante et trébuchante, ça s'est très bien arrangé. Ça s'arrange toujours. Comme toujours. L'histoire est un perpétuel recommencement.
Et si vous aviez un visiteur extérieur à la ville de Grignan, qui viendrait pour la première fois, qu'est-ce que vous lui diriez qu'il ne doit pas rater? Alors, je lui dirais déjà, bienvenue. Bienvenue à Grignan, le joyau de la Drôme. Le joyau de la Drôme provençale, et c'est un joyau miraculé. Pourquoi miraculé? Puisque Grignan et son château n'existe que parce que, comme le dit un philosophe, un lieu n'existe bien que par l'idée que l'on a du lieu, que par le souvenir qu'on a du lieu, que par le sentiment qu'on a du lieu, que par l'amour que l'on a du lieu. Et c'est pour ça qu'il y a un siècle exactement, en 1912, une dame, Madame Fontaine, une riche veuve, a consacré tout son temps et toute sa fortune à reconstruire le château de Grignan qui avait été détruit à la Révolution, alors que les deux édifices religieux de Grignan, la collégiale et la chapelle, n'avaient pas subi de dommages. C'était une amoureuse de Grignan. C'était une amoureuse de Grignan, comme vous, Michel, et comme moi, et comme tellement de gens qui viennent à Grignan et qui sont tous amoureux de Grignan. Eh bien, je vous remercie et on invite effectivement tous les amoureux à venir à Grignan. Alors, on pourrait rajouter que Grignan est semé de ces miracles que peuvent toujours espérer ceux qui désirent rêver. Parfait, merci. Grignan est au cœur d'une grande région viticole, les grands vins du Sud. Plusieurs appellations contrôlées sont produites à partir des cépages de Syrah, de Grenache, de Moudrève, de Carignan et de Cinsault. Autant de noms qui chatouillent nos papilles. On citera les vins Grignan-les-Adémars, qui étaient anciennement les coteaux du Tricastin, les Côtes-du-Rhône Village, chaleureux et concentrés, les Côtes-du-Rhône régionaux, ce sont des blancs, des rouges et des rosés. Et bien sûr, le vignoble de vin sobre, avec son appellation d'origine contrôlée pour ses rouges, est considéré comme le premier cru des Côtes-du-Rhône. Nous nous rendons à Vin sobre, à la cave Jaume, où Pascal va nous faire découvrir ce vin d'exception. Vin sobre ou sobre vin, prenez-le sobrement. Nous sommes ici, donc à Vin sobre, en plein milieu des vignes, face au mont Ventoux, face aux dentelles de Mirail, avec Monsieur Jaume. Monsieur Jaume, vous êtes producteur de vin. Alors, l'appellation vin sobre, c'est une appellation contrôlée. Absolument, c'est une appellation à plein titre, un cru, depuis 2006, sur une superficie de 1400 hectares, qui ont été délimités par l'Institut national des appellations d'origine. Donc 1400 hectares sur 1800 hectares que la commune comporte. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de producteurs parce que c'est pas vous qui produisez les 1400 hectares. Non, aujourd'hui on est 22 opérateurs à vin sobre à vinifier du vin de vin sobre, dont 3 caves coopératives. Une cave qui est sur l'appellation et 2 autres caves coopératives qui sont à l'extérieur de la commune. La cave coopérative de vin sobre étant la plus grosse et qui regroupe environ une cinquantaine de vignerons. D'accord. Une cinquantaine de vignerons qui exportent, qui vendent en France bien sûr, et qui exportent aussi à l'étranger? Oui. Aujourd'hui le vin sobre s'exporte bien. On a environ 20 à 25% des volumes qui sont exportés. Tout pays confondu, aussi bien en passant des États-Unis que par les pays européens, mais également le marché asiatique qui devient aussi un marché intéressant et très intéressé. Alors là, on a les vignes qui sont, les grappes de raisin qui sont pas à maturation, bien sûr. Elles vont arriver à maturation quand? Elles vont arriver à maturation début septembre. On est quand même sur un millésime moyennement précoce. La fleur a eu lieu au 5 mai, début juin, et on parle de la récolte 100 jours après la fleur. Voilà, donc on est en fermeture de la grappe. Ce qu'on appelle fermeture de la fleur, c'est que la grappe est constituée, les graines aussi, et nous allons rentrer dans la phase de véraison, c'est-à-dire les grains vont changer de couleur. Et ils vont passer par une phase rosée pour devenir noirs. Et c'est quel type de cépage alors? Alors là, nous sommes sur un grenache noir. Oui. C'est la plus vieille vigne du domaine. Elle a 70 ans. Cette vigne-là? Voilà. Cette vigne a 70 ans. C'est l'ancêtre? C'est les ancêtres. C'est mon grand-père qui l'a planté. Et c'est des vignes qui ont servi
pour refaire de nouvelles plantations à travers la propriété. Là-bas, vous avez des vignes plus jeunes. De ce côté, on a des vignes qui sont plus jeunes. Difficile de tout voir, admirer, entendre, goûter, sentir la Drôme en un seul voyage. Nous avons voulu vous donner un aperçu de cette magnifique région entre montagnes, vallées, plaines, pour vous inviter à la découvrir par vous-même, la vivre et la revivre, car lorsque vous avez été une fois dans la Drôme, vous n'aurez de cesse d'y revenir pour la savourer à nouveau. En effet, la Drôme se lit comme un menu et ne demande qu'à être dégustée. Tout au long de cette découverte de la Drôme, nous avons été marqués par cette implication dans la vie locale des femmes et des hommes qui y vivent et y travaillent. Ils ont intégré les dimensions touristiques, culturelles, patrimoniales et économiques dans un souci de préservation et de développement des espaces naturels et des patrimoines bâtis. La démarche environnementale et les traditions ancestrales qui ont fait ce département au cours de son histoire sont omniprésentes dans le mode de vie. C'est une démarche bio, écotourisme et bien-être. Ce développement durable qui respecte l'environnement se décline à travers l'agriculture biologique comme au camp de Nicolas Vanier, ou la viticulture comme aux caves Jaillans-Sadi ou à celle de Chapoutier à Tain. On la retrouve également dans les entreprises telles l'Afuma ou la distillerie Bleu Provence à Nyons, et également dans l'activité touristique comme au port de l'Épervière à Valence ou dans le parc naturel régional du Vercors. Vous recherchez un voyage beau et chaleureux où l'art de vivre se décline au quotidien dans toutes ses dimensions, alors sans hésitation, partez dans la Drôme. Et à bientôt.